Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, le deuxième depuis la rentrée. Aujourd'hui, comme sujet, j'ai prévu un petit fourre-tout. Et alors, on va commencer avec Lampedusa. On commence avec le truc le moins drôle. Parce que hier, il y a entre 6 et 7 000 migrants qui ont débarqué, donc des clandestins avec énormément de barques. Ce qui est un truc qu'on voit pas beaucoup. Généralement, on voit un bateau bien rempli. Et là, il y en a eu plusieurs d'un seul coup. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question quelque part, c'est que faire, sachant que il y a le droit constitutionnel italien, il y a le droit évidemment de l'Union européenne, et malgré le fait qu'il y ait Giorgia Meloni à la tête de l'Italie qui, d'après ce qu'elle disait avant d'arriver au pouvoir, en tout cas, souhaitait quand même endiguer ce problème de l'immigration, notamment l'immigration illégale quand même. Donc je me pose cette question, Charles, et je vous la pose à vous. Que faire par rapport à cette situation-là ? Que faire ? Il y a une chose qui existe, c'est qu'en principe, il y a un droit de la mer qui s'applique et que des bateaux pirates, irréguliers, mais il faut les raccompagner dans le port, soit d'où ils sont venus, soit le plus proche de celui le plus proche de l'endroit où ils se trouvent. Et il me semble que la seule solution, ce serait qu'on déploie nos marines nationales. La marine nationale italienne existe, la marine nationale française existe, pour raccompagner ces bateaux dans les endroits d'où ils viennent. C'est pas difficile, là, c'est les faire débarquer de l'endroit d'où ils viennent et ensuite couler les bateaux. Parce qu'à partir du moment où il n'y aura plus de bateaux sur lesquels ils pourront monter, le problème sera quand même largement résolu. Oui, puisque c'est un business, hein, on le rappelle, avec les passeurs, etc. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé là-dedans. Voilà. Encore une fois, c'est une forme d'esclavagisme moderne. Et donc, la marine royale britannique, qui a été la première à lutter contre l'esclavage dans les années 1820-1830, et qui a perdu pas mal de bateaux et d'hommes dans la lutte contre les trafiquants d'esclaves, d'ailleurs, à l'époque, avait une habitude aussi, mais qui est passé un peu de mode, on peut le déplorer, mais c'était de pendre les esclavagistes quand ils attrapaient le bateau. C'est-à-dire que le capitaine et tout l'équipage étaient pendus. Il va peut-être falloir revenir à un droit de la mer un peu mieux appliqué. Un peu plus ferme peut-être. Oui, peut-être avec des méthodes plus modernes. Mais enfin, effectivement, on a l'impression en fait qu'on n'essaye même pas de régler le problème. Non, d'abord, on n'essaye même pas. Oui, d'abord, il y a ça. Et puis, ça me rappelle toujours une interview que je vous en ai peut-être déjà parlé, que j'avais vue de Lee Kuan Yew, qui était le grand homme qui a créé de toutes pièces Singapour, qui en a fait ce succès mondial qu'il est devenu. Bon, c'était un monsieur qui était un type extraordinairement brillant, qui était ce qu'on appelle first à Cambridge, donc qui était le meilleur élève de Cambridge. Et la journaliste lui posait des questions sur la drogue. Et elle disait, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune drogue à Singapour ? Et il l'avait regardé, il lui avait dit, madame, si on attrape un type à Singapour, drogué ou trafiquant, on l'exécute, il est mort. Et donc, encore une fois, il faut partir d'un principe, c'est que économique sain, c'est que si le crime paye, on a des crimes. Donc, il ne faut pas oublier que la première vocation de la police et de la justice, c'est quand même de faire payer le criminel un prix qui est disproportionné par rapport au crime qu'il a commis. Oui, bien sûr. Tandis que si vous faites sans arrêt, si le crime paye et paye de plus en plus, ça risque pas de s'arrêter, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Et là, en l'occurrence, ça ne risque absolument pas de s'arrêter puisque... Vous avez en plus des inondations, il y a que des milliers de morts qui sont encore des victimes de Bernard-Henri Lévy à ne savoir qu'en faire en Libye, qui sont en train d'arriver, de mourir, noyés, etc. Tout ça parce qu'ils n'ont plus d'infrastructures étatiques pour les prévenir ou pour traiter des catastrophes. Donc on voit qu'il y a une espèce de faiblesse intellectuelle. C'est comme si vous voulez, vous voyez un enfant en train de se noyer et vous le grondiez parce qu'il s'est mis à l'eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un refus de voir les conséquences des actes qu'on autorise. C'est quand même curieux.
Oui, tout à fait, mais c'est sûr. Et en fait, ce qui est extrêmement frustrant, c'est que on a l'impression qu'il y a un énorme dogmatisme. Alors parfois au niveau des nations, et quand c'est pas au niveau des nations, c'est au moins au niveau de l'Union européenne, avec von der Leyen, etc., qui ne veulent absolument pas lutter contre ces phénomènes-là, qui financent justement par le biais de la Commission européenne certaines ONG qui travaillent en fait directement avec des passeurs de migrants, c'est-à-dire qu'ils savent à l'avance, ils se fixent un point de rencontre. Il n'est pas impossible que Mme von der Leyen ait une commission, hein, compte tenu de ce qu'elle a fait avec le Covid. Son mari a touché tellement de commissions que peut-être son mari ou ses enfants sont... J'en sais rien, je dis pas ça pour lui faire de la peine. Mais encore une fois, si le crime paye, ça permet au crime de payer des tas de gens qui facilitent la criminalité. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est assez probable, c'est peut-être que les ONG détournent une partie de ces fonds-là pour justement aussi financer les passeurs, pour travailler avec eux. C'est tout à fait possible. Donc mais d'abord, il faudrait couler tous les bateaux des passeurs. Oui, faudrait les couler, faut les attraper, faut les condamner. On les voit arriver sur... Écoutez, aujourd'hui, avec le satellite, vous voyez la taille d'une pièce de 2 euros sur le sol, depuis. Donc, il n'y a pas un bateau qui circule sur la Méditerranée qui soit pas repéré par tous les satellites. Donc, on les voit arriver, mais on les voit arriver si j'ose dire, 100 km à l'avance, quoi. Ouais. Donc, dès qu'on en va sortir des côtes, les frégates italiennes et françaises devraient les ramener mani militari sur la côte, comme c'est tout, quoi. Tout à fait. Les ramener et la couler. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas tellement difficile à faire. Et on a un autre problème aussi qui va faire le point avec le sujet suivant, c'est qu'on a de plus en plus de mal justement à coopérer avec les pays africains, qui est une coopération qui est selon moi essentielle justement pour lutter contre ce phénomène-là, puisque par exemple si on a un État stable, admettons en Libye, et qu'on travaille avec eux, on peut tout à fait endiguer le phénomène de la clandestinité qui part des bateaux qui partent de Libye. Pareil avec les autres pays du Maghreb, on a aussi des problèmes avec le Maroc, avec les enclaves de Ceuta, etc. L'Espagne a beaucoup de problèmes avec ces enclaves-là. C'est aussi nécessaire de travailler avec ces gouvernements-là, et on a l'impression que justement, c'est pas du tout encore une sur la fois, table. C'est pas d'une difficulté effroyable. On a vu très bien la façon dont nos gouvernements ont agi avec sévérité contre les Russes qui avaient des biens en France. Tout à fait. On leur a piqué tout de suite. Donc, si vous voulez, si on disait aux dignitaires algériens, aux dignitaires, je sais pas quoi, libyens, tunisiens, eh bien, tous les biens que vous avez en France, ils seront automatiquement mis dans la poche publique, et puis on fera des procès. Peut-être il y aurait moins de... Parce qu'eux aussi, ils se font corrompre. C'est évident. Oui, s'il y a une corruption extraordinaire, c'est la corruption de ces gens-là. Je suis persuadé qu'ils doivent tous avoir des accords avec les passeurs. C'est que les circuits financiers doivent bien passer quelque part. Ça doit passer dans une banque quelque part, un circuit financier. Ouais. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, à moins que vous ne payiez en cash, mais je pense pas qu'il y ait tellement de cash qui circule en Afrique, j'en sais rien, mais de cash sérieux, quoi, du dollar ou de l'euro. Tous les circuits financiers passent par des banques, et toutes ces banques compensent tout dans 2 gros ordinateurs, un à Bruxelles, je crois, et l'autre en Californie. Donc ça doit pas être tellement difficile de remonter les paiements. Et à qui ça arrive en fin de parcours. Mais je crois qu'il y a toute une série de services secrets dans le monde qui trouvent une partie de leur financement dans des activités criminelles. La drogue, la prostitution, etc. Donc peut-être ils n'ont pas tellement intérêt à... Personne n'a vraiment intérêt à ce que ça apparaisse, quoi. J'en sais rien. C'est un petit peu comme tous les circuits financiers de la drogue dans les banlieues. On doit pouvoir le trouver sans difficulté. Ouais. Effectivement, il y a un truc que je me dis, c'est politiquement, il y a beaucoup de choses dont on nous dit souvent, non mais en fait ça, voilà, c'est comme ça, on peut rien faire, etc. On peut toujours faire. Vous avez rappelé effectivement à juste titre qu'on avait bloqué les actifs de citoyens russes qui n'avaient absolument rien à voir avec la guerre. Et on a fermé les radios russes et tout ça, et pour l'instant on n'a pas fermé Al Jazeera, j'en sais rien. Pendant le Covid, on a obligé tout le monde à rester chez soi, à se masquer, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la politique, l'État peut quand même faire énormément de choses. Pour pas qu'elle le veuille, hein. Et on a l'impression que il n'honore pas le minimum, alors que justement le maximum. Il tape sur ses citoyens,
Ouais. Mais il tape pas sur les gens qui viennent en face, quoi. C'est comme l'histoire qu'on m'a racontée récemment de ce monsieur qui avait été cambriolé, qui a attrapé un cambrioleur qui lui a cassé la figure chez lui, hein. Ouais. Pas le cambrioleur, enfin, c'était sur le lieu du cambriolage. Et, les juges ont condamné beaucoup plus sévèrement le gars qui avait cassé la gueule du cambrioleur que le cambrioleur, quoi. Ouais. Vous dites, il y a quand même quelque chose qui va pas bien, quoi. Oui, Et j'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, à la satisfaction générale, que le syndicat national de la magistrature, ce repère d'amis de l'humanité, était co-sponsor maintenant de la fête de l'humanité. Ça m'a donné confiance. Il y a une sorte de logique, hein, quand même. Mais il n'y a pas de logique à ce qu'un syndicat de la magistrature existe. Oui, non, ça, je suis d'accord. La justice, c'est pas un machin. Il Ouais. n'y a pas une justice de gauche et une justice de droite. Oui, il n'y a pas de syndicat, par exemple, dans l'armée, etc. Dans l'armée, dans la gendarmerie, il n'y a pas de syndicat. Dans la justice, ouais. Oui. Non, mais vous avez donc une espèce de déviance de la puissance et de l'État qui s'exerce de façon complètement disproportionnée selon que vous serez puissant ou misérable. Dans leur esprit à eux, c'est-à-dire, c'était ce qu'avait dit le patron, le premier discours au syndicat de la magistrature, le grand patron avait dit vous devez rendre la justice en faveur du pauvre contre le riche, en faveur du locataire contre le propriétaire, en faveur du patron, en faveur de l'employé contre le patron, etc. Et donc vous dites, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire que la justice cesse d'être aveugle, devient un instrument d'un choix politique qui vous arrange. C'est contraire à l'idée même de la justice. Oui, la plus élémentaire de la justice, oui. Même la justice, on se l'imagine justement avec cette balance et les yeux bandés parce qu'on ne sait pas qui on juge, on s'en fiche, on veut juste juger les faits, on ne veut pas savoir si le mec est riche ou pauvre, s'il est propriétaire, locataire, s'il est blanc ou noir, si c'est un homme ou une ça femme. veut dire qu'on n'a plus de... À partir du moment où la justice est biaisée, les gens ne peuvent plus croire ni à la justice, ni à la démocratie, ni rien, quoi. Parce que si vous traitez comme ça, ensuite vous êtes un journaliste, vous n'allez pas parler, c'est un père de famille normal qui va être traité avec mépris, tandis que celui qui n'est pas bien normal, il sera accueilli avec bonheur. Donc, tout ça, ces a priori qui se passent, on n'est plus jugé en fonction de ses actes, mais on est jugé en fonction de l'idée que l'autre se fait de qui vous êtes. C'est embêtant. Hein. Oui, c'est très embêtant, c'est sûr. Surtout avec les idéologies qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de plus en plus répandues justement dans ces lieux. Autrefois, encore une fois, il y a un siècle, si vous voulez, le propriétaire en Russie, le koulak, en Union soviétique, était par essence mauvais. Donc il devait être condamné à mort. Puis ensuite, on nous a fait le même coup avec les juifs dans les camps de concentration. Donc ils apprendront jamais que le mal passe à l'intérieur de chacun d'entre nous et que personne n'est ni totalement mauvais ni totalement bon, quoi. Parce que ça n'existe pas, c'est que... Oui, mais il y en a beaucoup qui ont du mal avec cela. Mais alors, je me pose une question parce que politiquement, justement, on a quand même Giorgia Meloni au pouvoir en Italie. Je me pose la question de ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, par rapport à ce problème d'immigration clandestine, est-ce qu'elle ne fait pas le job ou est-ce qu'elle ne peut pas faire le job de toute façon? Mais vous savez, c'est un des grands problèmes des structures que nous avons à l'heure actuelle, c'est que, soi-disant, nous avons le souverain, c'est le peuple. Hein, en théorie. En théorie, c'est ce qui nous donne au pouvoir la légitimité. Mais quand vous voyez des choses comme l'Europe ou même un pays comme la France, on a créé des dizaines et des dizaines de structures qui sont en dehors de l'État. L'État a créé ces structures qui sont en dehors de l'État, à qui on a délégué des responsabilités très importantes, comme par exemple de s'occuper des immigrés, et que personne ne vérifie jamais. Donc ce sont des espèces de machins qui ont une vie autonome, des budgets qui viennent de l'État, mais qui ne sont pas soumis au remplacement par le vote. Vous créez une espèce des structures administrativo-politiques qui ont des pouvoirs politiques très forts parce que le politique leur a des
délégués un certain nombre très fort de responsabilités et qui font absolument ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai bien connu l'exemple des grandes fondations aux États-Unis. L'un de mes premiers clients quand j'ai géré de l'argent, c'était la fondation Ford. Alors, faut savoir que Monsieur Ford, Henry Ford, c'était pas un tendre, je veux dire, il avait... bref. C'était pas un gauchiste, quoi. C'était pas vraiment un gauchiste. C'est moins qu'on puisse dire. Et il a créé cette fondation Ford, en la dotant à l'époque où ça valait beaucoup d'argent, d'actions et donc, créé par un homme qui était plutôt conservateur, etc., les fondations Ford, Rockefeller et tous ces grands trucs-là, prennent une espèce de vie autonome, elles ont des ressources à elles, très importantes. Et la fondation Ford est devenue, la fondation Rockefeller aussi, etc., et sont devenues des espèces d'armes de tous les gauchistes qui font carrière là-dedans et qui ensuite suivent des idées, les développent, ils ont des relations privilégiées avec les Nations Unies, parfois avec des pays comme la Suède ou la Norvège. On leur donne des prix Nobel de la paix pour avoir fait ceci ou pour cela. Donc ils acquièrent une énorme autorité morale. C'est ce qu'on appelle les NGO, les Non-Governmental Organizations, et qui prennent des rôles politiques extraordinaires, qui pèsent sur l'information, qui empêche un certain nombre d'informations de circuler, etc. Et je crois que c'est un cancer de la démocratie et de ces espèces de trucs. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'il faudrait faire avec elles, mais je sais que ces fondations qui avaient été faites pour créer des espaces de liberté où les gens pourraient travailler sans être embêtés par le jour, par exemple, les grandes fondations créées par George Soros, etc., elles subventionnent aux États-Unis les campagnes électorales faites par des juges. Vous savez que aux États-Unis, certains États élisent leurs juges pour avoir toute une série de gars qui, justement, ne condamnent jamais les coupables. Vous savez, qui sont dans l'esprit du syndicat initial de la magistrature. On a vu cette affaire, je crois, de 2019 ou 2018, où, justement, il y avait 2 juges, je crois, de la CEDH qui avaient été épinglés parce que, justement, ils étaient issus de l'Open Society. Donc, vous payez Et donc, quand vous voyez des gens qui interviennent comme ça directement dans le domaine politique, moi, j'ai un problème parce que ça met on n'est pas vraiment, l'information devient extrêmement difficile à traiter. Vous savez pas exactement d'où elle vient, vous savez pas qui a payé pour. Bon, et c'est pour ça que la seule solution, c'est quand même qu'on en revienne encore et toujours au suffrage, je veux dire, le référendum d'initiative populaire, parce que c'est très difficile de corrompre tout le monde. C'est pas difficile pour un type très riche de corrompre les 10%. Quelques-uns, oui, bien placés. Qui auront un effet sur l'exemple que je donne toujours, c'est Zuckerberg. Vous savez, le patron de Facebook devenu Meta. Alors, il a fait un coup simple et tout d'exécution. Il est complètement démocrate. Il a donné, je crois, 350 millions au Parti démocrate. Oui, c'est une autorité publique. C'est une autorité publique. Alors, le jour de l'élection présidentielle, il a envoyé un email à, je crois, à 70 millions de personnes, quelque chose comme ça, aux États-Unis. Enfin, un nombre énorme de gens, je ne me souviens plus très bien combien. En leur disant, n'oubliez pas d'aller voter, c'est le moment d'aller voter, etc. Très bien. Mais il l'a envoyé qu'à ceux dont il était certain qu'ils étaient démocrates. Et ça a probablement déplacé 700 000 voix. Et comme Biden n'a été élu que de 70 000 voix, vous voyez ce que je veux dire, c'est que 70 000 voix bien placées. Bien placées au bon endroit. Donc, à partir du moment où vous pouvez faire des maillages de la carte et que vous envoyez des messages dans les endroits et que vous avez un rôle, vous manipulez la démocratie, c'est-à-dire que au moment les plus importants, c'est là où vous concentrez les tirs sur la population dont vous pensez qu'elle est la plus susceptible d'avoir de l'impact. Je dis pas que c'est mal, je dis que c'est embêtant pour la façon dont le vote s'exprime, quoi. Oui, comment dire, ce qui est très embêtant aussi, c'est que souvent, on a l'impression, et je pense que c'est en grosse partie vrai, que justement ces fondations-là, ces ONG, ne sont pas forcément
en accord avec l'avis populaire. Non, mais pas du tout. Elles ont leur propre. Voilà, ce serait des fondations très populaires, voilà, en accord avec au moins la majorité de la population sur la plupart des sujets. Mais par exemple, on voit bien sur l'immigration, la plupart des ONG sont pour l'immigration, sont pour un accueil total et inconditionnel de tous les migrants possibles. Alors qu'on voit bien dans la population française, on a au moins un sondage tous les 2 ou 3 mois sur l'immigration. On a à chaque fois les mêmes chiffres. Les gens trouvent qu'il y en a probablement assez, quoi, que ça va bien. Qu'il faudrait oui, voilà. Et à chaque fois, c'est vraiment les mêmes chiffres, donc c'est assez cohérent, quoi. C'est entre 67 et 75% à chaque fois des Français qui disent bon, maintenant il y en a un petit peu. Non, mais c'est que eux, ils pensent que leur rôle, c'est de manipuler l'opinion publique pour arriver à des buts qui sont ceux que leur petite camarilla représente. Ouais. Donc c'est pas de la démocratie parce qu'ils cherchent pas à aller au vote. Ils cherchent à influencer le vote par l'intermédiaire des nouveaux médias, etc. Ouais. Et ils ont d'ailleurs, en général, les mêmes cherchent toujours à vous censurer. C'est-à-dire que eux, ils ont le droit de parler, mais des gens comme vous et moi, par exemple, ils trouvent que... ils sont toujours très contents hein, quand ils entendent parler d'un nouveau règlement européen sur les réseaux sociaux, etc. Ils savent très bien que ça s'appliquera pas à eux. Voilà, c'est ça. Donc c'est un vrai problème. Et là, on touche un problème profond. C'est comme on a eu une période de globalisation extraordinaire dans les 30 dernières années, que ça fait naître d'immenses fortunes à des niveaux pas incroyables. Ouais. On se retrouve avec un certain nombre de gars qui ont des pouvoirs d'action sur les médias ou sur l'opinion qui sont littéralement à la taille des États ou même supérieurs à certains États. Et ça encore, c'est embêtant parce qu'on sait que on peut manipuler l'opinion publique, quoi. Il y a des façons de le faire. Alors, et on sent bien cette espèce de malaise qu'il y a dans les systèmes d'information où vous avez les gars qui sont dans le bon sens et les gars qui le sont pas, quoi. Mm-hmm. Je sais pas comment ça sortira. Je sais pas non plus, mais cela dit, j'ai vu passer plutôt une bonne nouvelle cette semaine. C'est le fait que l'Open Society allait moins financer certaines organisations justement en Europe. En Europe, oui, ça veut dire que... parce qu'elles n'avaient apparemment pas assez d'influence. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce que Ou alors, c'est déjà, ils ont leurs hommes partout, ils n'ont plus besoin de financer. Oui, peut-être aussi. Ils vont aller maintenant embêter l'Afrique. Je pense qu'effectivement, ils peuvent sentir une perte de vitesse en Europe. Effectivement, bon, je pense que soit ils ont obtenu déjà ce qu'ils voulaient, soit ils n'arrivent pas à obtenir. Et c'est là, oui, c'est là, j'ai vu la même chose, que George Soros avait décidé de plus financer l'Europe. Bon, très bien, prenons acte. Mais ce que je voudrais dire pour terminer sur ces NGO, etc., c'est que vous les prenez, ils ont une influence énorme sur la société américaine, la société européenne. Mais sur la société au Singapour, au Japon, en Chine, etc. Pas du tout, ouais. Les États ont réussi à préserver un discours qui est peut-être pas parfait, qui est certes pas démocratique, mais qui est national. Oui. Donc il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que on sent bien que ces NGO ont comme but ultime, c'est la destruction des nations. Mmh, effectivement, oui. Et qu'il y a des nations qui commencent à dire si ça vous fait rien, pas chez nous, quoi. Regardez une nation, par exemple, toutes les NGO de Soros ont été interdites en Hongrie. Et pourtant, il est hongrois. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que, oui, en plus, tout à fait, il est hongrois. Et je trouve ça intéressant parce que, d'ailleurs, quand on dit George Soros essaye d'influencer les sociétés européennes, etc., par le biais de ces ONG, le journaliste lambda a très souvent tendance à vous traiter de complotiste. En revanche, lorsqu'il décide de ne plus donner autant d'argent, là on dit il veut plus tout à fait influencer les sociétés européennes. Du coup, ça veut dire qu'il tentait bien de les influencer. Exactement. Non mais donc on a un vrai problème, c'est la question que vous m'avez posée, c'est que vous avez maintenant des organisations étatiques ou para-étatiques qui prennent des privilèges étatiques sans la sanction du vote. Et à qui on a détaché des pouvoirs. Voilà, on le voit. C'est un peu tout le problème avec toutes ces hautes autorités qu'on a créées en France, tous ces hauts conseils, ces hautes autorités, ces machins qui servent à rien, mais ça
ça pèse. Oui, bien sûr. Bah, évidemment, la plus grosse organisation de ce type, c'est évidemment la Commission européenne. Voilà. Et ça c'est vraiment élu par personne. Le premier truc auquel on pense, puisque ce ne sont pas des gens élus, ce sont les députés européens qui sont élus. Et ce ne sont pas les députés européens... Enfin, ils ne sont pas maîtres de l'ordre du jour, les députés européens. Ils ne sont pas maîtres de l'ordre du jour, c'est juste une chambre d'enregistrement de la Commission, quoi. De la Commission, et en plus, ils n'ont aucun pouvoir de contrôle sur la Commission. On l'a bien vu sur les mesures qu'on a prises contre Madame van der Leyen pour essayer de montrer qu'elle était corrompue, ça arrive nulle part, quoi. Il y a la justice qui se met en route, et apparemment la justice européenne. Oui. C'est-à-dire qu'elle commandera peut-être Madame van der Leyen dans 40 ans, quoi. Oui, c'est ça, peut-être sur son lit de mort éventuellement. Et encore. Et en tout cas, certainement pas pendant l'exercice de son mandat, ça c'est sûr, on n'aura pas de nouvelles avant qu'elle s'en aille. Donc voilà, sur cette question encore interminable de l'immigration clandestine qui non seulement ne fait pas que commencer, mais qui en plus de ça s'amplifie en permanence, et on a l'impression que vraiment on est sans solution finalement par rapport à ce problème, alors que on évidemment n'est pas sans solution à ce problème, on est sans volonté d'exécuter des solutions. C'est ça. Et il y a même une volonté de n'en rien faire, quoi, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Bien sûr. Sachant que les deux échelons sont très souvent coupables dans cette affaire. Je voulais donc faire un petit pont avec le Maroc. Donc au Maroc, la semaine dernière, nous avons eu un terrible tremblement de terre qui a ravagé plusieurs dizaines de villages donc dans l'Atlas, là où le séisme a été le plus fort. Est-ce que, parce que la France a évidemment formulé au Maroc son envie d'aider, d'envoyer des secours, d'envoyer des moyens, etc. pour essayer de sauver les gens. Et alors que le Maroc a accepté ces propositions de la part de plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite, d'autres pays, notamment musulmans, mais aussi l'Espagne, ils n'ont pas accepté notre aide à nous, la France. Alors, est-ce que c'est le signe d'une dégradation des relations franco-marocaines, je dirais, depuis au moins une dizaine d'années ? Les relations franco-marocaines vont à peu près aussi bien depuis que M. Macron est là que les relations avec le reste de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vole de succès en succès. Oui, tout à fait. On vole de succès en succès. M. Macron a décidé de s'occuper lui-même des affaires africaines. Écoutez, je crois qu'il a été... Depuis qu'il a été élu, il a été plus de 40 fois en Afrique. Je ne sais pas pourquoi cet homme adore aller en Afrique. Et ça va de désastre en désastre. Ouais. Alors pourquoi les Marocains sont-ils fâchés ? C'est que vous avez la vieille histoire. Vous savez, quand l'Empire français a contrôlé l'Afrique du Nord, vous aviez toute une partie de l'Algérie qui a été prise par l'Algérie à l'époque, enfin l'Algérie française, qui était en fait marocaine. Puis tout le Sahara occidental, vous savez, tout le Sahara qui était tout... Bon, on a pris le Sahara. Et puis les Marocains ont toujours dit, ça c'est à nous. Et ils n'ont pas fait de demande sur la partie qui était en fait marocaine, qui était maintenant algérienne. Mais avec les Algériens ont toujours soutenu les Sahraouis, c'est-à-dire les gars, soi-disant les nomades là-bas, ils doivent être trop pelés de tondus. C'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas supporter les Marocains. Oui, il y a une grosse rivalité. Il y a une grosse rivalité militaire là-bas. Et donc, je crois savoir, mais j'en suis pas absolument certain, que M. Macron aurait eu des mots aimables pour les Sahraouis. Vous savez, c'est un petit peu comme si en 1914 ou 15-16, vous aviez dit, dans le fond, l'Alsace et la Lorraine, c'était allemand, quoi. Ce que je veux dire, vous auriez eu un gros succès auprès de la diplomatie française, quoi. Ouais. Ce que je veux dire, donc cet homme fait preuve, encore une fois, moi, c'est pas tellement que le Maroc soit fâché contre nous. Le Maroc peut pas être fâché contre nous parce que le Maroc d'aujourd'hui, c'est une création de l'IOT et qu'ils l'ont toujours reconnu. C'est-à-dire que les Marocains ont toujours été, contrairement aux autres pays, surtout l'Algérie, qui ont considéré que la période de la colonisation, ça a été une abomination. Ils ont reconnu qu'on avait réussi 2 ou 3 trucs. Mais donc, si vous voulez on a un ami historique avec qui on a eu des liens profonds, le Maroc, un pays dont on s'est séparé avec beaucoup de souffrance, l'Algérie, qui reste extrêmement rancunier vis-à-vis de notre égard, et on va foutre en l'air l'amitié du Maroc pour essayer de rattraper
un coup tordu avec une série de tordus qui sont les Algériens. Donc, je me dis, ce type est vraiment d'une nullité. C'est effectivement, on a le sentiment. Tout ce à quoi il touche se viande. On a le sentiment, effectivement, en fait, la France a, pendant plusieurs décennies, un peu sacrifié sa relation vis-à-vis de l'Algérie, puisque de toute façon, on n'arrive pas à être copain avec eux. Ben non, il veut pas. Mais pour pouvoir justement être copain avec le Maroc, on a le sentiment, surtout avec Emmanuel Macron, effectivement que en fait il bazarde complètement ses relations avec le Maroc pour essayer de tenter d'être copain avec l'Algérie. Et ce qui est fantastique, c'est que non seulement évidemment le Maroc peut-être se sent un petit peu heurté par cette infidélité. Mais c'est pas ça. Si le Maroc, ils ont une relation qui est presque de guerre entre l'Algérie et le Maroc pour le Sahara occidental là. Et si on va prendre le parti de l'un, automatiquement, on fâche l'autre. Bah oui, forcément. Donc, il n'y a que deux positions à faire, c'est moi, c'est ce qui est très drôle. Moi, je fais rien. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas très drôle. C'est effrayant. Qu'est-ce qu'il a besoin de prendre parti? C'est que, évidemment, du coup, on n'est plus très copains avec le Maroc, mais en plus de ça, on n'arrive même pas à être copains avec l'Algérie non plus. Non, on l'a bien vu, quand on leur a demandé du gaz, ils ont été le fil à l'Italie. Oui, et puis c'est pareil, il y a à chaque fois que Macron va en Algérie, il y a cette question des visas étudiants, etc., où à chaque fois, on dit, oui, voilà, il va essayer de négocier ceci, cela, et à chaque fois, le président algérien obtient d'autant plus de visas à chaque fois. Nous, on s'aide surtout et on n'a rien en échange. Exactement. Et en plus, il faut... Allez, soyons clairs et francs, la dynastie marocaine, le Maroc, ça a toujours été un pays. Depuis les temps immémoriaux. Oui, c'est une nation... c'est une nation qui existe. Et la dynastie marocaine, c'est un descendant du prophète, il est légitime, son grand-père, son père ont été des héros nationaux, Mohamed II et Hassan. En Algérie, il y a un pouvoir militaire qui s'est exercé depuis l'indépendance, qui a déplacé les gars qui avaient vraiment combattu, qui étaient souvent d'ailleurs des Kabyles, Belkacem, etc. Et c'est l'armée de l'extérieur qui avait jamais combattu, qui a pris le contrôle, qui a viré les vrais combattants, et qui depuis a mis ce pays en coupe réglée. Ouais. Donc s'il y a vraiment un pays où c'est une dictature à la limite du criminel, c'est bien l'Algérie. Ouais. Donc d'un côté, d'un côté, vous avez un pays qu'on peut discuter, mais enfin qui a un pouvoir, qui a une grande légitimité. De l'autre, pas vraiment, et vous voulez essayer de faire un accord avec un pouvoir qui n'a pas de légitimité, alors que l'autre, c'est tellement, même du point de vue constitutionnel, institutionnel, que c'est tellement bête. Et c'est ne pas comprendre que aussi, justement, le peu de légitimité que les dirigeants du FLN tirent, c'est de s'opposer à nous. C'est justement de s'opposer à la France. Voilà. Plus ils tapent sur nous, plus ils renforcent leur légitimité, ils se confortent dans l'opinion. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas en Algérie, qu'il y a une inflation à 2 chiffres, que il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. C'est c'est forcément la faute des Français quelque part. Et à ce moment-là, bon, d'accord, ok. Alors si c'est la faute des Français, ça va. Ok, on va pas prendre le palais présidentiel d'assaut. Bon, ok, ça va. Donc ils ne peuvent pas. En fait, si on les sépare justement de leur opposition, enfin, même j'ose mythe fondateur, absolument. C'est le mythe fondateur. De cette haine de la France. En fait, si on les coupe de ça, ils n'ont plus rien. Donc ils ne peuvent pas s'en séparer. Quelque part, c'est presque un jeu en fait pour eux de nous détester. Ils font peut-être même semblant. Ça se trouve, c'est même pas pour de vrai. Oui, quand ils sont malades, ils vont se faire soigner à Paris. Hein. Oui, ça, oui, y a pas de problème pour ça. Ouais. Vu, hein. Oui, avec Bouteflika, oui, ça c'était aussi une sacrée histoire. Ouais. Donc oui, voilà, on constate encore une fois. Donc il peut pas faire un pas sans se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Ouais, c'est terrible, d'autant plus avec les pays africains. Déjà avec les autres pays, il est pas forcément brillant, mais alors avec les pays africains, c'est encore pire. Il vole de succès en succès, quoi. On se dit toujours qu'il peut pas faire une connerie de plus, mais si. Ah oui, si, il en est capable. Et attention, parce que peut-être que 2027 arrivera bien plus rapidement qu'on ne croit. Ça se trouve, il aura un remplaçant qui sera encore pire. Ça se trouve, un jour, d'ici 20 ans... Édouard Philippe. Ça se trouve, d'ici 20 ans, on regrette Macron. Hein, je n'espère pas, mais... C'est pas possible. Ça risque d'arriver, hein, vu qu'à chaque fois, on saute de prodige en prodige. Et alors, je voudrais évoquer 2 petits sujets pour finir.
Alors, d'une part, je voudrais faire appel à votre boule de cristal économique. Tiens, pour mes 80 balais, j'ai 80 balais aujourd'hui là pour ce. Ah oui, pour mes bien 80 sûr. balais, il y a un de mes oublié. vieux amis qui m'a donné une très jolie boule de cristal. Alors je vais la mettre ici. Là, Très bien. puis je regarderai dedans quand vous me poserez une question. Voilà, je voudrais vous poser un peu une question par rapport à l'inflation. Qu'est-ce que vous dit votre boule de cristal? Est-ce que là, cet été, elle était aux alentours de 6% en France, alors que les salaires ne semblent toujours pas se réajuster par rapport à cette inflation, alors que j'ai vu par exemple en contraste au Royaume-Uni, ils sont aussi à 6%, mais les salaires semblent augmenter de 8%. Et puis au Royaume-Uni, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait des erreurs de calcul et d'un seul coup, ils viennent de remonter le PIB de 2 ou 3 points parce qu'ils avaient fait des erreurs dans le passé. Erreur dans le passé, permettez-moi d'en douter, c'était que probablement il y avait les bons fonctionnaires qui avaient eu pour tâche de montrer que la sortie du Brexit avait été une erreur monstrueuse, donc la croissance en Grande-Bretagne était beaucoup plus faible que jamais, etc. Alors ils ont pu tenir le mythe pendant 2 ou 3 ans, mais maintenant, pof, il a fallu sortir les vrais chiffres et l'Angleterre va beaucoup mieux que nous, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, l'inflation, si vous voulez, c'est ce que j'ai expliqué longuement, c'est que le pire dans l'inflation, c'est que ça fait monter de façon tout à fait anormale les prix de la nourriture, les prix de l'énergie et les prix des loyers pour des raisons d'inélasticité des prix, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand la quantité de monnaie augmente, on ne peut pas augmenter la quantité de bouffe tout de suite, ou la quantité d'énergie tout de suite, ou la quantité de loyer. Donc, c'est là où les prix montent le plus. Et les gens les plus pauvres souffrent le plus de la hausse de ces 3 prix. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai calculé dans un papier que j'ai fait la semaine dernière dans l'Institut des Libertés, que le niveau de vie des Français de la classe la plus basse, enfin du dernier tiers, mettons, ou de la dernière moitié, était en baisse de 10% depuis l'arrivée de l'euro. Ouais. Et en particulier de 5 ou 6% dans les dernières années. Ouais. À partir des Gilets jaunes. On a l'indice des Gilets jaunes. Donc on peut maintenant avec certitude dire que là, le niveau de vie des Français a baissé et va continuer à baisser, et en particulier de ceux des plus défavorisés. Et je trouve que cette façon de faire perdre leur niveau de vie aux gens les plus pauvres est honteuse. C'est-à-dire que moi, je suis arrêté maintenant par des gens qui me disent « Mais monsieur Gave, comment se fait-il que je travaille beaucoup et que je ne puisse pas vivre ?» C'est-à-dire, pour la première fois, en France depuis très longtemps, on voit apparaître une catégorie des travailleurs pauvres. Mmh. C'est-à-dire des gars qui travaillent à temps complet et qui ne réussissent pas à vivre avec le produit de leur travail. On a connu déjà des chômeurs qui n'arrivaient pas à vivre debout, mais ça, quelque part, il y a une sorte de cohérence. On peut pas, voilà. Mais ceux qui travaillent, qui ont un salaire, ils sont censés vivre. Et ce qui est d'autant plus gênant, c'est que parfois, avec le même travail et le même salaire, ils en vivaient correctement il y a 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, ils en vivent beaucoup plus mal. On a vu qu'il y avait, je crois que c'est quelque chose du genre un tiers des Français, je crois, qui sautent des repas. Des repas qui n'arrivent pas. Alors, j'ose pas penser, si l'hiver est froid, les gens vont devoir choisir entre la nourriture et le chauffage. Oui, on avait déjà ce problème l'an dernier et on se souvient quand même que Macron avait eu un petit peu de chance niveau révolte populaire, puisque l'hiver avait été extrêmement doux. Donc les tarifs, l'augmentation des tarifs de l'électricité, du chauffage. Ce qui me fait très peur pour cet hiver, c'est autre chose, c'est que Monsieur Poutine s'est rendu compte que dans le fond, mettons, les démocraties européennes n'avaient pas une passion pour lui, quoi. Oui. On peut dire ça, hein. Et qu'ils arment ces gens en Ukraine, c'est très bien. Je suis sûr qu'ils ont raison aussi, du moins c'est ce qu'ils pensent. Mais s'il veut faire sauter nos démocraties, il a qu'à faire monter le prix du pétrole à 140 ou 150 $ le baril en s'entendant avec l'Arabie Saoudite. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que pour des raisons que personne n'explique, les stocks de pétrole de la Chine sont en train de monter dans des proportions inimaginables. Ils achètent du pétrole comme des malades, ils le stockent. Comme s'ils voulaient se préparer une hausse comme prochaine. Comme si Poutine avait dit à Xi, dans le creux de l'oreille, moi si j'étais toi, je ferais des petites réserves de pétrole pour l'hiver qui vient, parce qu'il va peut-être pas y en avoir autant qu'on pense, quoi. Donc moi, si monsieur Poutine commence à... en quelque sorte, se servir du prix du pétrole comme une arme, ce qu'il peut faire, puisque maintenant qu'il est copain avec l'Arabie Saoudite, c'est le numéro 1 et le numéro 2,
on va vraiment, nous, aux États-Unis, sont à peu près à l'équilibre entre l'offre et la demande de pétrole qu'ils font domestiquement, mais nous, on est complètement à poil. Ça va nous faire un hiver long. Hein. Ouais. Donc c'est ça qui me fait peur. Pour revenir à votre question, non seulement cette inflation frappe les plus petits, mais je crains que la politique étrangère qui suive amène à une hausse du prix de l'énergie encore plus forte que ce à quoi on s'attend, et ça frappera encore une fois beaucoup plus les plus petits. Ouais. C'est-à-dire que non seulement leur politique domestique est imbécile, la création de monnaie par exemple, mais ensuite la politique étrangère qui suive en suivant les ordres des États-Unis est encore pire, et va dans le même sens. Donc je ne comprends pas. Ouais. Effectivement, on voit qu'on a toute une série de dirigeants qui ne comprennent pas quand même des choses assez simples voilà, sans être forcément des génies de sortie de Polytechnique, on peut voir venir quelques mois en avance. Je sais pas, mais si la masse monétaire créée par la Banque Centrale Européenne multiplie par 4 ou par 5 en 3 ou 4 ans, vous demandez à la mère de famille de base, elle vous dit, ben voilà, les prix vont monter, non? Je sais pas, si vous quadruplez la masse monétaire sans quadrupler la quantité de produits, il va y avoir un changement des prix, non? Je sais pas, ça me paraît. Oui, non, eux, ils pensent que juste les gens vont être très riches, mais que les prix, eux, ne vont pas. C'est-à-dire qu'ils confondent la création de monnaie et la création de richesse, ce qui est un des crimes les plus invraisemblables qu'un type puisse faire. Oui, mais il y en a beaucoup qui y croient. C'est un mythe très tenace, notamment chez certains à gauche. Ils pensent effectivement que la création de monnaie, c'est pareil que la création de richesse. Évidemment, c'est pas aussi simple, puisque des billets, on peut en imprimer comme pas permis. Surtout maintenant qu'on n'a même plus besoin de billets, on fait des 0 et 1 dans un ordinateur. Oui, ça coûte encore moins cher. C'est encore moins cher, c'est encore plus simple, effectivement. Et pour terminer cette émission, je voulais parler un petit peu du rugby, puisque maintenant c'est bon, la Coupe du Monde est lancée. Oui. On en avait parlé à la fin de l'émission de la semaine dernière, mais on n'avait pas encore vu le match de lancement. Vous y étiez, j'imagine que vous avez passé un très bon moment. C'était un match, ce dernier match, c'était un match crispant parce qu'on sentait surtout la première mi-temps, on sentait très bien que les deux équipes étaient mortes de peur de faire une faute qui les condamnait. Donc c'était très crispant, les mouvements étaient pas fluides. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné dans ce match, c'est qu'on se rend compte que la préparation physique des Français a dû être tout à fait exceptionnelle parce que dans les 20 ou 25 dernières minutes, c'est-à-dire la deuxième moitié de la deuxième mi-temps, les Français ont vraiment marché sur les All Blacks. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils étaient certainement... Et on a été libérés à la fin. Non, mais physiquement, ils ont dominé. Ça veut dire que ce bon Galtier a dû leur faire passer un été un peu robuste. Parce que... justement, j'ai vu un petit reportage, je crois que c'était de TF1, qui parlait un petit peu de ça, et il y avait une demi-heure au moins sur la préparation physique. Et effectivement, il y avait beaucoup de joueurs qui disaient qu'ils avaient jamais vu ça, que même dans leur club, ils n'étaient pas à ce niveau-là de préparation. Donc on l'a bien vu, parce que vraiment, dans la dernière demi-heure, les All Blacks, ils étaient au taquet, quoi. Ils n'en pouvaient plus. Ouais. Et je suis le rugby depuis longtemps. En principe, les All Blacks, ils sont toujours les derniers à être fatigués, quoi. Et là, donc c'est quelque chose qui risque d'être très important. Donc voilà, on va voir ce qui se passe, mais je me suis dit, on a des costauds quand même. Oui, on a des costauds, et puis au final, même si effectivement on s'est peut-être fait un petit peu peur au début, en sachant pas trop si on allait... Le premier essai, il y a eu une erreur défensive incroyable. Oui, oui, dès le début, c'était sûr, c'était un petit peu inquiétant. Et au final, le score, c'était 27-13. Voilà, c'est assez confortable. Et en plus de ça, a posteriori, j'avais vu qu'il y avait aussi un essai des All Blacks qui apparemment était un gros en avant. Un gros en avant. Alors j'ai vu ça, les gens gueulaient. On peut en discuter sur l'essai des All Blacks en avant parce que ce qui compte pour techniquement, c'est pas que vous mettiez la balle derrière. Ouais. C'est que le gars parte derrière. C'est-à-dire qu'on discute encore à ce jour de savoir si le gars part derrière et que la balle part à plat ou un peu devant, est-ce que c'est en avant ou pas? C'est ça c'est sûr, c'est une règle. Est-ce que c'est la position? C'est une règle qui est pas bien nette, ça. C'est une règle qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, puisqu'on peut se dire, faut juste envoyer le ballon en arrière, c'est pas bien compliqué. Et en fait, évidemment, par exemple, faites le test, courez en avant et jetez une balle comme ça, et en fait, elle va vous suivre, évidemment. Donc en fait vous aurez l'impression de jeter la balle juste de manière neutre verticale, mais en fait elle va vous suivre avec vous. Puis pareil, on peut même essayer de rajouter un effet un peu à la balle, même si au rugby c'est quand même compliqué, mais voilà. Tous les de mêlée, ils font des services vissés, la balle avant. La balle avance en tournant. Donc non, c'est un jeu qui est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est bien, c'est parce que les arbitres ont pas mal
Mais l'arbitre s'est fait siffler 2 ou 3 fois, parce qu'il y a eu aussi une fois où il y a un joueur français qui a tapé au-dessus d'un joueur néo-zélandais pour faire le tour comme ça et aller essayer de marquer l'essai. Et puis le joueur néo-zélandais l'a plaqué sans la balle. Normalement, ça aurait dû valoir un carton rouge. Et ben l'arbitre a rien dit du tout. Alors là, la foule était pas contente. Ouais. Il y a eu une telle bronca à ce moment-là 2 ou 3 fois contre lui qu'ensuite il s'est mis à arbitrer avec un peu plus de maîtrise, quoi. Au début, il faisait partie du syndicat de la magistrature. D'accord. Voilà. Il était payé par Soros. Il était payé par Soros pour faire perdre la France, et puis il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais, trop fort. Donc, il y a pas que l'arbitre qui s'est pris une bronca, il y a aussi Macron. Macron, juste. C'était gênant d'ailleurs. Ah ouais, j'imagine Moi, bien. j'ai pas crié, j'ai juste sifflé un peu, mais j'ai pas crié. Oui, mais ça s'est entendu, il y avait des sifflets, je pense. On vous a entendu, je pense, dans le stade. Oui, effectivement, c'était quand même la honte, quoi, parce que, je veux dire, en tant que représentant du pays, c'est normal que c'est en Mondiovision. Mais voilà, après, je trouve ça bien aussi de montrer au monde qu'on n'est pas forcément hyper fan de notre président. En tout cas, que les joueurs de rugby, dans l'ensemble, trouvent il fait pas un membre de l'équipe particulièrement utile. Ouais. Et puis il y a eu cette cérémonie aussi d'ouverture. Oh, c'était franchouillard. C'était très franchouillard. Voilà, on avait Jean Dujardin qui ressemblait à un personnage de Marcel Pagnol. Enfin voilà, c'était très France années 30, 40, 50. J'ai pas une passion pour cette présentation, mais je veux pas dire du mal. C'est un peu la France du rugby, hein. Oui, non mais c'est la France, si vous voulez, c'est la France des petites villes de province, c'est la France d'Auch, c'est la France où c'est un local, quoi. Ouais, et puis déjà ça faisait aussi France du Sud déjà. Oui. Ça faisait France du Sud, pas forcément que Sud-Ouest d'ailleurs, mais France du Sud. Donc déjà oui, c'était il joue parfois, il paraît qu'il joue au rugby à Toulon aussi, il paraît qu'il il y a des endroits comme ça, il y a des endroits un peu curieux où ils vont jouer. Quand même, ils ont été très forts pendant des années. Oui, j'entends bien, mais enfin c'était là-bas. En fait, si vous voulez, c'est pas pareil. C'est pas pareil, non mais moi, je vais vous raconter une petite histoire de rugby qui m'a toujours fait ma joie, c'est que quand j'étais à Auch, donc j'avais été voir un match de rugby Auch contre Tarbes. Donc ils sont à 70 km l'un de l'autre, donc si vous voulez, c'était un beau derby. Un beau derby. Donc ça jouait pas mal. Et puis il y a un joueur occitan, donc c'est un joueur d'Auch, qui arrive et qui met une mandale à un joueur de Tarbes, mais alors devant tout le monde, paf, le pauvre Tarbais, il était en planche. Et puis l'occitan aussi, qui avait mis la claque, quoi. Lui aussi en planche, par terre, évanoui aussi. Enfin, paraît-il. Et alors, je demande à mon voisin, mais qu'est-ce qu'il a, l'occitan, là, pourquoi il est par terre? Il me regarde, il me dit, il a dû se faire mal à la main. Pas mal. Donc, ce qu'il y avait très bien dans les tribunes quand vous alliez au match de rugby, c'était les commentaires des gens autour de vous. C'était un bonheur de les écouter, si vous voulez, parce que c'était vraiment des commentaires robustes. Mais c'est aussi, c'est aussi une France qu'on aime bien. C'est une France. C'est une France qui a beaucoup de caractère. C'est l'histoire de ce pauvre Spraguero qui avait reçu un coup de pied dans le nez. Et il y avait le nez complètement de travers pendant un match, et puis il y avait une femme qui était au bord de la touche qui dit « Oh, monsieur Spraguero, vous avez pris un coup dans le nez. » Il lui a dit « Mais madame, si j'avais pas eu le nez, je l'aurais pris dans la figure. » Ça fait ma joie. Ça fait ma joie parce que c'est le rugby, c'est ça, si vous voulez. Et après, ils vont prendre une bière ensemble. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un beau sport avec beaucoup de caractère. Vous imaginez pas le respect de l'arbitre dans le rugby, qui est essentiel, et la gentillesse de la foule. Ouais. Vous avez un Néo-Zélandais à côté de vous, et quand les Néo-Zélandais marquent un essai, vous buvez un coup à sa santé en disant c'était bien joué. Ouais. Donc il y a une espèce de gentillesse dans le rugby qui est incomparable. Ouais, effectivement, il y a une sorte de contraste en fait entre le côté un peu rustre, un peu voilà, et en même temps le gros fair play, parce que par exemple moi je suis plus foot que rugby, mais c'est vrai que le foot qu'est-ce que c'est le foot? Je vous expliquerai un jour. Voilà, on en parlera après. Mais oui, c'est vrai que les supporters sont moins sympas au foot, et il y a justement beaucoup plus de bagarreurs, de rancune, etc. Mais il n'y a pas de vrai esprit fair play. Alors que au contraire, au rugby, on a quand même des gros gaillards de 125 kilos qui sont beaucoup plus fair play que des mecs qui en font. Et puis moi, ce qui me fait rigoler, c'est que vous chantez la Marseillaise.
avec des gaillards de 140 kilos et là, et vous les voyez qui se mettent à pleurer comme des veaux, quoi. Oui, la Marseillaise, oui, c'est sincère, hein, c'est ça. Et puis ils peuvent être blonds, blancs, marrons, foncés ou j'en sais rien, mais ils pleurent quand même. Ouais, non, en tout cas, on a une très belle équipe, je trouve, qui promet. Beau match d'ouverture, belle cérémonie aussi que j'ai apprécié, qui a fait beaucoup réagir pas mal de. En tout cas, Libération a détesté. Donc ça Libération a détesté, donc déjà c'est bon signe. C'est bon signe, ça devait être bien. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs de rugby à Libération, mais je peux me tromper. Non, je pense pas, effectivement. J'ai déjà vu des photos de leur rédaction. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de joueurs de rugby. Ou alors peut-être division poussin, j'en sais rien. Ils jouent peut-être avec les enfants, je sais pas. En tout cas, ils sont pas étrangers à ce genre de pratique-là. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce match-là. C'est un très bon premier match. On va suivre aussi celui de ce soir contre l'Uruguay. Bon, je pense que c'est pas un très gros challenge pour l'équipe. Non. Mais à quelle heure c'est déjà ? Je crois que c'est à 21h, il me semble. 21h. Je crois que tous les matchs de l'équipe de France sont à 21h. Donc voilà, on va suivre ça. Sur ce, je dis au revoir à la semaine prochaine à tous nos auditeurs. Je les remercie pour leur attention. Je rappelle comme chaque semaine que vous pouvez écouter ces podcasts en faisant autre chose sur Spotify ou sur Deezer. Et sur ce, je vous remercie encore une fois. Je remercie Charles pour sa présence. Et merci d'être toujours avec nous, c'est stupéfiant. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.